imagine pour ce texte un exercice de style. Elle se transporte grâce à un rêve dans le passé pour un rendez-vous ancestral qui l'interroge sur la place des femmes dans la famille et sur l'acceptation qu'elles avaient de leur situation. Elle nous entraîne le jour du contrat de mariage de Catherine Basile. Avait-elle le choix ce jour-là? Le mariage de Catherine Basile par Brigitte Billard. C'est à moi. C'est à moi. Le salon de la maison de François Bontemps, cuisinier, pâtissier, traiteur à Parthenay. Au-dessus de sa boutique, qui fait l'angle de la rue des Trois Rois et de la rue du Bel-Ange, n'est éclairé que parcimonieusement en ce début d'après-midi du 29 avril 1779. Malgré les deux hautes fenêtres de la pièce, les rues étroites de la vieille ville de Parthenay ne laissent pas entrer le soleil à flot. Quelques chandelles dans leur chandelier éclairent principalement la table de bois massif, autour de laquelle sont installées quelques personnes que je dévisage avec curiosité. Caché près du haut buffet, perdu dans la pénombre, personne ne va me voir. Michel Petit est né, notaire au duché Péry de la Meilleraye, et est assis à la table, le chef orné d'une perruque devant quelques feuilles de papier. Il est le seul dans la pièce à porter perruque. Les autres hommes ont posé sur les chaises et la table leur couvre-chef. Le bonnet de François Bontemps, citadin, traiteur en vue dans la vieille ville de Parthenay, qui s'enorgueillit de fournir quelques tables nobles et bourgeoises de la ville. Le chapeau traditionnel de Pierre Alné, le futur mari, et sous lequel ses cheveux gris-blancs sont mi-longs. La coiffe de chanoine de Jacques Basile, le chanoine prêtre de Sainte-Croix, ton cousin germain, Catherine. Vous êtes venu ce matin de la maladrerie, paroisse du Sépulcre, toi, Catherine Basile, future mariée, et ta mère, Michel Bourdeau. Il y a moins d'une lieue de marche, et tu connais bien la petite ville qui t'a vu grandir. Toutes les deux, vous avez mis votre belle coiffe du dimanche, votre joli châle coloré, et un tablier blanc bordé de dentelle sur votre robe grise de bonne toile solide. À sa mort, ton père, Gabriel Basile, vous a laissé une certaine sécurité matérielle, mais il faut pourtant faire attention à tout et éviter toute dépense inutile. Tu auras probablement une nouvelle coiffe pour le jour de ta noce. Assise sur la chaise la plus confortable, mais la moins proche du notaire, trône Marguerite Caillot, la maîtresse de maison, l'épouse de François Bontemps, ta cousine germaine. Les affaires de son mari sont florissantes, cela se voit dans sa tenue, un peu plus clinquante que celle de ta mère et la tienne. S'il y a d'autres personnes à ce contrat de mariage, ils n'ont pas été nommés dans l'acte que j'ai laborieusement déchiffré et ne sont donc pas venus visiter mon rêve. C'est toi, Catherine, que j'observe. Toi qui ne bouges pas, qui observe ce qui se passe sans dire un mot. Les négociations et les arrangements de ce mariage ont déjà eu lieu. L'homme que tu dois épouser prochainement, Pierre Alné, tu le connais un peu. Tu sais qu'il a enterré l'été dernier sa seconde épouse, avec laquelle il n'a pas eu d'enfant survivant. Veuve de 66 ans, il ne cherche pas une épouse pour élever sa marmaille. Les enfants survivants de sa première épouse sont adultes, plus vieux que toi et déjà largement installés. Ce n'est pas une servante que cherche cet homme, et tu n'es plus tout à fait une enfant du haut de tes 28 ans. Le notaire explique une dernière fois les termes du contrat. Ton père vous a laissé, à tes frères, sœurs et toi, ces biens, dont la métairie de la maladrerie en indivision, avec l'usufruit accordé à ta mère jusqu'à sa mort. Quand elle décédera, il vous appartiendra de revendre le tout et de vous le partager. Tu as une première dot, par préciput, de 300 livres. Cela ne fait pas de toi une riche héritière, mais tu n'arrives pas les mains vides dans ce mariage. Ton futur mari, en revanche, apporte dans la communauté du mariage la somme de 5000 livres en meubles, terres et monnaies sonnantes et trébuchantes.
Lors de son second mariage, à la demande de ses enfants du premier mariage, il a dû partager ses biens et préparer sa succession. Le patrimoine qu'il apporte aujourd'hui à l'occasion de votre mariage, il lui appartient en propre, hors de la succession de Louise Giraud, sa première épouse. Il peut donc en disposer librement, et pour montrer combien ce mariage lui est important, il fait mettre par écrit qu'à son décès, tu auras, quoi qu'il arrive, la jouissance de la somme de 3000 livres. Le notaire appelle enfin à signer l'acte qu'il vient de rédiger. Je me demande si les participants sont vraiment capables de relire ce galimatias sans hésiter. Mais ils acquiescent et signent. Pierre Alnay, Marie Bourdeau, Jacques Bazille, François Bontemps et Michel Petit. Les deux seules personnes à ne pas signer, ce sont Marguerite Caillon et toi, Catherine. Pourquoi ta mère qui s'est signée n'a-t-elle pas fait en sorte que tu le saches aussi? Ta sœur Thérèse s'est signée. J'ai déjà lu sa signature au bas d'acte de baptême. Ta mère, ta sœur, mais pas toi. Pourquoi, Catherine? J'écoute attentivement ce qui se dit autour de cette table, je t'observe, et je ne suis pas sûr de ce que je dois penser. Je te croyais victime, maintenant je ne sais plus. Dans mon monde, tu n'accepterais probablement pas ce mariage, mais dans mon monde, tu aurais appris à lire, écrire et signer, tu n'aurais pas à obéir à ta mère, tes frères, ton mari en toutes choses, qu'il est difficile de se mettre à ta place d'où je suis. Ta famille est solide, implantée depuis longtemps dans la petite bourgeoisie de Parthenay. Les témoins qui assistent au contrat, Jacques Bazille, le chanoine prêtre de Sainte-Croix, et le traiteur François Bontemps, par leur présence, donnent du poids à ta position dans ce mariage. Certes, tu vas épouser un vieux monsieur, mais tu n'entres ni démuni ni sans appui dans ce mariage. Peut-être est-ce pour toi une première étape vers une émancipation? Si ton futur mari décède avant toi, ce qui est probable à ton époque, où on est un quasi-vieillard à 66 ans, tu seras libre de décider de la suite de ta vie. À ce stade de la journée, je ne peux qu'espérer que ta nuit de noces et ta vie conjugale ne seront pas trop difficiles. Mais là aussi, je juge avec mon éducation, mon expérience, ma vie. Il ne me reste qu'à sortir de ce rêve et te laisser faire face à ton destin sans en savoir plus sur toi, sur ce que tu penses et qui tu es, qu'avant notre rencontre.